I now give the floor to her. À présent, je donne la parole à son Excellence Julie Bishop, ministre des Affaires étrangères de l'Australie. Mr. President, we meet this day at an Monsieur le Président, aujourd'hui nous nous réunissons à un moment important pour les Nations Unies, 70 ans après sa fondation. Le représentant de l'Australie à la conférence de San Francisco en 1945 a décrit l'Assemblée générale des Nations unies comme étant l'endroit où la conscience des peuples du monde devrait trouver son expression la plus puissante. Il est donc approprié dans cette chambre, cette salle plutôt de l'Assemblée générale, de réfléchir aux accomplissements des Nations unies et quelles doivent être les réalisations futures. Les Nations unies offrent des services critiques chaque jour dans de nombreuses régions du monde et souvent ce travail important passe inaperçu ou n'est pas apprécié par ceux qui ne bénéficient pas directement de ce soutien. L'Australie rend hommage au travail dévoué, souvent courageux, des milliers de personnels des Nations unies sur le terrain qui protègent des civils vulnérables, offrent une assistance humanitaire vitale, reconstruisent des sociétés endommagées et appuient le développement. Les Nations unies travaillent dans un milieu toujours plus hostile. Aujourd'hui, le monde est confronté à un nombre sans précédent de conflits de long terme et apparemment insolubles, entraînant déplacement de masse et rendant les besoins humanitaires plus impérieux que jamais depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le terrorisme aujourd'hui est une menace mondiale. L'ampleur du défi de développement est immense. Toutefois, nous devons reconnaître la réalisation remarquable qu'est la Charte des Nations unies. Les valeurs et aspirations énoncées il y a 7 décennies continuent de nous guider aujourd'hui. L'Australie se targue du fait qu'en étant participant actif de la conférence de San Francisco, nous avons pu rédiger un élément central de la charte, l'article 56, connu sous le nom de promesse australienne. En vertu de cet article, les membres des Nations unies ont promis d'agir individuellement et collectivement pour, et je cite, atteindre des normes de vie supérieures, trouver des solutions aux problèmes internationaux, économiques, sociaux et de santé, assurer le respect universel des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En signant la charte en 1945, l'Australie a fait cette promesse que je réaffirme aujourd'hui. Le programme de 2030 pour le développement durable, approuvé à l'unanimité vendredi dernier par l'Assemblée générale, est une manifestation de la promesse australienne et témoigne du rôle fondamental de cette organisation. Seules les Nations unies auraient pu obtenir ce résultat remarquable. Les objectifs de développement durable sont forcément ambitieux. Pensez aux 5 premiers objectifs: mettre fin à la pauvreté partout, mettre fin à la faim, assurer une éducation de qualité, des vies saines, aboutir à l'égalité des sexes. Si nous parvenons à réaliser les 17 objectifs, nous transformerons le monde et assureront le progrès de l'humanité. Nous devons veiller à ce que l'esprit remarquable de coopération durant le processus de négociation soit maintenu au moment où nous faisons de ces objectifs ambitieux une réalité. Le programme de 2030 reconnaît que la croissance économique, y compris à travers les investissements et commerce du secteur privé, est au centre du développement durable. Le programme 2030 reconnaît également que
Certes, l'APD demeure importante, mais ce n'est qu'une source de financement parmi d'autres. Ce programme affirme que c'est la qualité de l'aide qui importe et que les partenariats de développement sont essentiels, basés sur le respect et la coopération. Et c'est ce que l'Australie souhaite réaliser avec ses amis et voisins du Pacifique. Le changement climatique est un défi pour toutes les nations et des actions décisives sont nécessaires. Nous ne parviendrons à réduire les émissions mondiales que s'il y a un engagement de l'ensemble des membres des Nations unies. L'Australie a annoncé une contribution ferme, responsable et réalisable pour l'après 2020 en matière d'action internationale pour le climat. Nous nous sommes engagés à veiller à ce que la conférence du climat des Nations unies à Paris soit une plateforme pour assurer une démarche collective pour atteindre l'objectif de 2 degrés. C'est une vérité inéluctable. Nous ne pouvons transformer notre monde sans reconnaître la place qui revient aux femmes. Cela est nécessaire. Il est nécessaire d'aboutir à l'égalité des sexes. C'est la chose juste à faire, c'est la chose intelligente à faire, essentielle pour une croissance viable, inclusive, économique et équitable. L'Australie a établi un fonds pour l'égalité des sexes de 50 millions pour accélérer le soutien à l'égalité des sexes dans notre programme de développement pour la région des océans Indiens et Pacifiques. Nous devons intensifier notre lutte contre ce fléau que représente la violence à l'égard des femmes et des filles. Cette semaine, le gouvernement australien a annoncé une nouvelle politique intérieure, un ensemble de mesures pour les femmes de l'ordre de 100 millions de dollars pour améliorer en amont les services de soutien et offrir des ressources à l'éducation pour changer les attitudes et les mentalités à l'égard de la violence et les mauvais traitements. Notre programme d'outre-mer aide les pays de la région dans leurs efforts pour éliminer la violence à l'égard des femmes. Le programme Femmes, Paix et Sécurité des Nations unies a changé notre réflexion collective sur le rôle des femmes en conflit. Dans les conflits, nous devons mettre tout cela en pratique. Voilà pourquoi l'Australie œuvre avec les États-Unis pour produire le premier guide des commandants militaires pour mettre en œuvre la sécurité ou assurer la sécurité des femmes et la paix sur le terrain. Un élément clé du programme de 2030, ce sont les sociétés pacifiques et inclusives pour atteindre le développement durable. Les droits de l'homme, la bonne gouvernance, les institutions ouvertes et inclusives sont des fondements cruciaux pour le développement. Les droits de l'homme sont au centre des activités des Nations unies depuis 70 ans. Et ceci depuis l'adoption de la Charte en 1945 jusqu'à l'adoption des ODD en 2015. L'ascendance terroriste Daesh continue de ravager et les ravages continuent du régime nord-coréen ainsi que le travail forcé et les formes contemporaines d'esclavage font qu'il est nécessaire que les Nations unies poursuivent vigoureusement un programme de droits humains. Ceci est plus urgent que jamais. L'Australie présente pour la première fois sa candidature auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour un mandat 2018-2020. C'est la première fois que mon pays brigue un tel mandat. Nous pensons que l'Australie contribuera au Conseil des droits de l'homme les mêmes démarches de principe et pratiques qui ont distingué notre mandat ou qui ont marqué notre mandat
2013-2014 auprès du Conseil de sécurité. Si nous sommes élus, nous nous concentrerons sur l'autonomisation des femmes et des filles, nous renforcerons la gouvernance et les institutions démocratiques, nous serons en faveur de la liberté d'expression et la promotion des droits de l'homme pour tous. L'Australie sera en première ligne des efforts pour faire répondre les auteurs d'abus, de violations des droits de l'homme de leurs actes et pour adopter des mesures de prévention, de responsabilisation plus efficaces. Aujourd'hui, la dévastation est grande. Le fléau de la guerre continue de séparer les familles, les communautés, les pays, les régions entières. En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, nous avons vu les difficultés auxquelles le Conseil est confronté dans les conflits et crises en Syrie, en Irak, Libye, Yémen, Sud-Soudan, République centrafricaine et le Mali. La dévastation n'est nulle part plus grande qu'en Irak et en Syrie. Daesh dévastatrice pour les personnes, les familles, les communautés, détruit le patrimoine humain, est en violation du droit international et des concepts fondamentaux de morale. Ceci ne peut continuer, ne peut être autorisé. L'Australie doit participer à une action militaire de coalition pour combattre Daesh en Irak et en Syrie. Nous le faisons dans le cadre de la charte et de façon conforme au droit international. La défaite de Daesh requiert une action tant militaire que politique. La réconciliation, la gouvernance inclusive en Irak sont essentielles pour réduire l'attrait et le soutien à Daesh. Nous continuerons de prôner une solution politique qui peut mettre fin au conflit en Syrie. Nous appuyons l'envoyé spécial de l'ONU auprès de M. Mistura. Nous continuerons de lutter pour vaincre le terrorisme. Nous louons les pays voisins, la Jordanie, le Liban, la Turquie, qui continuent d'être le plus touchés par les personnes déplacées. L'Australie offre une assistance humanitaire de 230 millions de dollars depuis le début du conflit. Les flux massifs de personnes déplacées au Moyen-Orient, en Europe, mettent à dure épreuve les capacités des pays. Dans cet environnement, la traite des personnes prospère et devient un commerce dangereux et criminel. Nous intervenons fermement à cet égard. Nous voulons également aider un grand nombre de personnes aux frontières. La demande est en ascendance et le sommet humanitaire mondial en mai de l'année prochaine doit mettre en place un système humanitaire souple pour venir à bout des différentes crises humanitaires. La seule solution à long terme à cette crise créée par l'homme doit être politique pour mettre fin au conflit à cette fin. L'expérience récente de l'Australie en tant que membre du Conseil de sécurité confirme que le Conseil est plus essentiel que jamais. Il ne peut jouer son rôle que s'il a les moyens dont il a besoin. Le rôle du maintien de la paix est fondamental. Hier, avec d'autres, j'ai promis un soutien opérationnel renouvelé au système de maintien de la paix de l'ONU. L'aide aérienne de l'Australie a été cruciale dans le cadre de la crise soudanaise. Nous avons promis de fournir des C-17 Globemaster et C-130 Hercule pour
intervenir dans la crise. Nous reconnaissons que l'ONU a besoin de plus d'outils pour la consolidation de la paix. L'Australie avec l'Angola vont coprésider les consultations sur l'examen de l'architecture de la consolidation de la paix cette année. Nous devons renforcer cet élément de prévention de conflits crucial. Également, notre mandat au Conseil a été très important en matière de responsabilisation pour prévenir le cycle de violence. La Cour pénale internationale doit jouer un rôle critique et a besoin de notre soutien. L'Australie continue de demander des comptes pour la disparition du vol MH17 de Malaysian Airlines en juillet 2014. Nous ne permettrons pas à la Russie d'utiliser son veto pour entraver les efforts des pays qui pleurent encore leurs citoyens perdus, et nous demanderons justice pour les auteurs de ces atrocités. Les membres du Conseil de sécurité ont une responsabilité particulière. Dans ce contexte, nous proposons que l'on n'use pas du veto dans le cas de la commission de crimes atroces. L'exemple de l'Australie au sein du Conseil de sécurité en 2013-2014 montre que les membres élus peuvent jouer un rôle actif et constructif. Nous sommes heureux d'annoncer que l'Australie représentera sa candidature au Conseil pour le mandat 2029-2030. Il ne faut pas sous-estimer nos défis. Nous ne devons pas non plus sous-estimer les chances offertes à nous. Nous sommes confiants qu'en travaillant ensemble, en respectant la charte, nous pouvons venir à bout des problèmes. L'Assemblée générale, c'est l'endroit où la conscience des peuples du monde trouve leur expression la plus puissante. The Minister for Foreign Je Affairs for her statement. remercie les Affaires étrangères